Au moins une fois dans ta vie, tu as dû croiser leur route. Mais aujourd'hui, on va les redécouvrir ensemble. Origine, grands joueurs, anecdotes, mesdames, messieurs, bienvenue dans la cour du zinc. Aujourd'hui, nous parlons des dames. Vous vous dites peut-être, ouais ça va les dames, je connais. Eh bien, détrompez-vous. Pour écrire cette vidéo, je suis rentré en contact avec des grands noms du jeu de dames. Et comme le dit monsieur Jackie Anashi, président de la FFJD, personne ne sait jouer aux dames, sauf s'il a joué dans un club. Vous l'avez compris, d'un point de vue amateur à un point de vue compétitif, deux mondes séparent ces deux camps. Mais avant toute chose, les dames, ça vient d'où? Eh bien, on m'a tout de suite mis en garde sur les origines de ce jeu. On peut lire des tas de choses sur internet, comme quoi les premières traces du jeu de dames auraient été retrouvées en Mésopotamie. Mais autant vous le dire tout de suite, tout ceci est faux. En effet, certains joueurs de dames se sentant un petit peu trop à l'ombre des échecs n'hésiteraient pas à inventer de belles légendes pour sublimer les origines du jeu de dames. Car oui, les dames à proprement parler comme nous les connaissons à notre époque, c'est pas si vieux. Est-ce pour ça que les dames auraient moins de valeur? Ou encore une moins belle histoire? Eh bien, mesdames et messieurs, vous risquez d'être surpris, passons à la suite. Le jeu de dames ne s'est pas inventé en un jour, il découle d'un long processus de variation, de jeux, de règles et d'époques qui, petit à petit, pierre par pierre, se sont dirigées vers les dames que nous connaissons aujourd'hui. Et si je vous dis que les premières formes du jeu de dames, on les retrouve il y a 40 siècles. Selon monsieur Harry van der Stop, qui est THE historien du jeu de dames, on peut retrouver des formes primitives du jeu de dames avec la règle de capture par saut du pion il y a plus de 40 siècles. A l'aide de pierres, de coquillages et de lignes tracées sur le sable, ces joueurs de l'ancien temps prenaient les pièces et les faisaient sauter les unes au-dessus des autres, comme dans le jeu de dames que nous connaissons aujourd'hui. Puis, entre 2000 et 1500 ans avant Jésus-Christ, invention de la promotion du pion. Lorsque le pion arrive sur la dernière ligne du jeu de dames, il se transforme en reine. Mais surtout, ça y est, le nouveau jeu se pratique sur damier quadrillé de 25 points, chacun des joueurs commençant avec 12 pièces. Preuve à l'appui, ce jeu a été retrouvé gravé sur les dalles du toit du temple de Luxor, construit sur les rives du Nil vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Ah ouais! Le jeu perdure dans le temps, puisqu'on retrouve des traces de lui sous l'Empire de Rome, 2 siècles avant Jésus-Christ. Les Romains appelaient ce jeu les 12 pièces. Sûrement parce que chacun des joueurs commençait avec 12 pièces chacun. Pragmatiques, ces Romains. Et nous savons bien que plusieurs pays de langue latine ont hérité de la culture des Romains. France, Italie, Espagne, Roumanie. Et l'un des trésors hérités de la culture de Rome, c'est le jeu des 12 pièces. Nous nous retrouvons maintenant entre 1000 et 1500 ans après Jésus-Christ, où le jeu des 12 pièces est devenu très populaire. Sacré Romain! Un jour, un joueur français décide de jouer sur un échiquier. Cette innovation fut largement adoptée. En effet, à partir de ce jour, on oublie le plateau à 12 pions, on jouera aux dames sur des plateaux à 64 cases, comme les échecs. Et là, attention! Pour ce qui est du passage sur le damier à 100 cases sur lequel nous jouons aujourd'hui, il y a conflit. D'un côté, un joueur français, monsieur Pierre Manoury, qui explique dans son livre sur les dames que le principe du jeu de dames sur damier à 100 cases est une invention parisienne de 1723. De l'autre côté, nous retrouvons monsieur Harry van der Stop, grand historien du jeu de dames néerlandais. Monsieur van der Stop a pour preuve des inventions notariées de mariage ou de décès datant de 1550, où on peut retrouver des traces de différenciation entre un échiquier à 64 cases et un damier à 100 cases. Monsieur van der Stop explique donc que les propos de monsieur Manoury sont une fable. En effet, difficile d'apporter les mêmes preuves que les Hollandais, sachant que nous, Français, avons détruit la plupart de ces documents pendant la Révolution de 1789. On peut donc dire que le jeu de dames que nous connaissons aujourd'hui, avec les règles d'aujourd'hui, a fait son apparition officielle en 1550. Petite comparaison, les échecs, eux, sont apparus au 6e siècle. Mais les dames sont-elles injustement moins méritantes que les échecs? Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur les écrits de Edgar Poe. Edgar Poe est un célèbre écrivain américain des années 80, mais c'est surtout un grand joueur d'échecs et de dames. Dans son livre Histoire extraordinaire, il compare les deux disciplines et il nous dit:
Les échecs sont vastes comme un horizon sans fin. Les dames, elles, sont profondes comme un puits sans fond. Nous avons donc là deux disciplines qui sont souvent comparées alors qu'elles sont complètement différentes. Oh oui, je sais, tu as sûrement été sublimé par la notoriété des échecs et de ces grands joueurs. Mais ne t'inquiète pas, au jeu de dames, il y a des grands maîtres d'un calibre tout aussi conséquent. Et pour illustrer mes propos, j'ai choisi de vous parler de Babassi. Babassi naît en 1935 dans un village reculé du Sénégal. Il a connu le jeu de dames alors qu'il n'avait que 8 ans. Il suivait les parties de son entourage et il s'occupait de ranger les pions lorsque ces derniers avaient terminé leur partie. Un jour, alors qu'il était en train de ranger les pions d'une partie, un homme lui propose de lui apprendre à jouer. Mais là, surprise, le jeune Babassi de 8 ans gagne. Alors il recommence, il joue plusieurs parties. Mais le jeune garçon ressort toujours victorieux. Mais pourtant, c'était bien vrai. Le jeune Babassi venait vraiment de jouer ses premières parties de dames. Petit saut dans le temps, nous voilà maintenant en 1929. À cette époque, la ville de Dakar comptait beaucoup de grandes places, qui sont des lieux de vie effervescents. Et sur ces grandes places, on y joue notamment beaucoup aux dames. C'est alors qu'un Français du nom de Émile Biscon, fonctionnaire colonial affecté à Dakar, se promène sur les grandes places et prend du bon temps à admirer et observer les amateurs jouer aux dames. Et Émile Biscon, il connaît les dames, il pratique pas mal, tu vois. Et là, tout à coup, il observe un jeune joueur enchaîner les victoires contre pourtant des adversaires assez réputés dans le coin. Et ce joueur, vous l'avez deviné, c'est notre cher Babassi qui, avec les années, a bien grandi et surtout bien progressé. Il a désormais 29 ans. Biscon n'en croit pas ses yeux et il veut absolument le tester. Donc il le fait inscrire au championnat de France de dames de 1959. Babassi gagne tous ses adversaires. J'ai dit tout. Et il devient donc champion de France. Bon, Babassi maintenant, il est grand maître. C'est le grade le plus haut décerné à un joueur selon son niveau aux dames. Donc compétitivement parlant, le nom de Babassi, ça commence à faire peur parce qu'il y a un véritable performeur qui se présente maintenant. La preuve, lors d'un tournoi de gala organisé en Allemagne, Babassi affronte en simultané 150 joueurs. Il défile dans les rangs tel un prince. Il enchaîne les coups. Pourtant, des grands champions sont présents parmi ces 150 joueurs. Et il n'en restera qu'un. Et comme Babassi a commencé son tournoi, il va le terminer. Comme un prince. Donc là, Babassi va passer à l'étape supérieure et il s'inscrit au championnat du monde de 1960. Très bonne performance puisque Babassi termine deuxième et devient donc vice-champion du monde. 2 ans plus tard, un tournoi majeur se présente, le Challenge mondial, qui se déroule à Liège. Babassi va remporter le tournoi et grâce à ça, il devient directement challenger pour affronter en duel le champion du monde actuel, Iser Cooperman. Babassi pourrait donc devenir le premier champion du monde africain du jeu de dames. Le match devra être organisé par la Fédération soviétique en 1963. Mais étrangement, ce match va être annulé. Plus tard, le champion du monde actuel Iser Cooperman explique et déclare que la Fédération soviétique a annulé ce match car ils étaient sûrs que Babassi gagnerait. Et surtout qu'ils ne voulaient pas voir un joueur de couleur noire devenir champion du monde d'un jeu d'esprit comme les dames. Malgré tout, Babassi va continuer à jouer aux dames. Mais avec le temps, des problèmes de santé arrivent. Souvent sujet à des hausses de tension, il est parfois contraint d'abandonner des parties. Mais une fois de plus, Babassi ne lâche pas. Et il continue à participer à des tournois et à créer sa légende. Pendant ce temps, plusieurs organismes comme la Fédération sénégalaise entament des réclamations auprès de la Fédération soviétique et la Fédération internationale afin de réhabiliter Babassi au titre qu'il mérite. Champion du monde. Mais voilà, le 20 août 1978, Babassi meurt d'un accident de la route alors qu'il se rendait à sa ville d'adoption, Kaolack. C'est en 1986, 8 ans après sa mort, lors de l'Assemblée générale de Groningen aux Pays-Bas,
que les réclamations de la fédération sénégalaise ont été entendues. Babassi est officiellement établi à titre posthume comme champion du monde de 1963. Babassi laisse donc derrière lui une histoire atypique, un talent pur, qui a marqué définitivement le monde compétitif du jeu de dames. L'histoire d'un enfant surdoué qui, comme beaucoup, a vu son chemin entravé par une couleur de peau ou une culture différente. Mais ce dont on se souviendra, c'est le talent, le travail et la détermination d'un homme qui, même quand il est malade et que le monde lui met du bâton dans les roues, continue à jouer à son jeu préféré, faire ce qu'il aime et pratiquer sa plus grande passion. C'était la Cour du Zinc, abonne-toi et merci de m'avoir écouté.